Bon, je crois que j'en peux plus des réacs. Qu'est-ce qui se passe? Merde, les réacs ont encore été réacs. Ouais, je vais vous montrer ça, mais juste avant, j'aimerais bien avoir la réaction d'Epsilon sur un truc. Tu te souviens de Pépé le putois? Oui, on était tombé sur des vieux dessins animés de lui il y a un moment. Tout le principe des épisodes à chaque fois, c'était qu'il essayait de séduire une chatte parce qu'il a eu un coup de foudre pour elle. Tu te souviens que tu n'aimais pas trop, mais que tu n'arrivais pas à dire pourquoi? Bah oui, c'était complètement con. Tu y arriverais à dire pourquoi aujourd'hui en y repensant? Bah, je me souviens que l'humour de ces dessins animés, c'était qu'il était persuadé, ou peut-être qu'il se persuadait d'ailleurs, que la chatte était amoureuse de lui. Alors qu'on voyait bien qu'elle était en panique devant lui et qu'elle le fuyait tout le temps. C'était supposé être drôle, mais en fait, non, ça fait presque peur même. Surtout quand la chatte hurlait. Votre voix est un chant céleste. Oh. Rassurez-vous, elle craquera. Juste une question de temps. Je les préfère comme ça. Et puis bon, Pépé puait, mais quand on regarde la chatte, on se doute bien qu'elle ne le fuit pas uniquement à cause de l'odeur. En fait, ça te donne envie que la chatte l'assomme un coup d'enclume une bonne fois pour toutes. Ça se pourrait en plus dans ce genre de dessin animé. Ouais, en fait, tu as remarqué que c'était sûrement le plus gros harceleur de toute l'histoire des cartoons et tu trouves ces dessins animés bizarres. Ce qui n'est pas étonnant du coup. Donc c'est bien ce qui me semblait. Je les avais vus qu'une fois il y a un moment et je m'en souvenais plus trop. C'est pour ça que je voulais te demander. Enfin, pour ça et aussi parce que j'ai trouvé ça en me promenant sur les réseaux sociaux. Pépé le putois censuré de Space Jam 2 parce que genre c'est un harceleur ou un violeur ou je sais pas quoi. Sérieux les névrosés, vous ne savez plus quoi inventer pour nous casser les couilles. Le personnage est juste une version caricaturale du type romantique passionné à l'ancienne. Mais évidemment, vous ne savez pas ce que c'est, vu que c'est une valeur qui s'est perdue avec le temps, remplacée par la génération Tinder. Ah ouais, quand même. Le mec il croit sérieusement que c'était juste un amoureux banal, quoi. Genre, ça, c'est la base du romantisme. Revenez, belle Amazon, revenez. Buongiorno, beauté des îles. Oui, déjà, ça n'a aucun sens de lui donner des noms exotiques, en plus du problème que j'avais évoqué lors de ma dernière vidéo réflexion. Et si nous sortions ensemble? Bon, allez, chérie, la phase d'approche est terminée. J'adore quand elle joue les effarouchés. Et je suis un peu timide, mais en vérité, j'apprends très vite. Encore une qui va craquer ici. Ah, toi, je t'ai reconnu. Tu es les maris jaloux, bien sûr. Et messieurs, je vous salue. Et sachez que je suis prêt à risquer ma vie dans un duel pour cette noble cause. C'est une question d'honneur. Qu'est des effluves? La grande séduction. Ah, mais plus elles sont timides, plus je les aime. Elle est partie chercher un petit coin tranquille, c'est sûr, pour qu'on s'embrasse en secret tous les deux. Qu'elle est charmante. Le milieu peut rester. Et pour les autres, une autre fois. Mais toi, tu seras la prochaine. Et les grands malheurs, c'est qu'elles sont toutes folles de moi. Mais je crois que c'est la vie. En fait, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il a même le culot d'inverser les rôles. Incroyable. Plus jaloux il résiste, et plus elle est folle de moi. Ah, plus je te résiste, plus tout même. Hein. Après, je ne sais pas dans quelle optique Pépé avait été construit. On pourrait imaginer que le but était de se moquer de cette attitude pour la dénoncer, mais bon, c'est surtout une caricature de français. En fait, j'ai lu sur Planète Jeunesse que le personnage est inspiré du personnage de Pépé le Moco du film éponyme, qui raconte l'histoire d'un bandit tombé amoureux d'une femme. Donc, je pense que c'est juste une référence sans plus, parce que, certes, le Pépé du dessin animé est une caricature, mais le personnage n'est pas vraiment puni par le scénario.
Donc, je ne pense pas que le dessin animé pointe ce qu'il est du doigt. Mais c'est juste qu'il en rit. Et qu'il veut nous faire rire avec ça. Vu qu'on a vu à quel point le message du gars était complètement claqué au sol, ça vous dit qu'on lui réponde? Hein? Mais pourquoi faire? Bah, son commentaire a eu plein de likes et de partages. Et surtout, il a eu plein de réponses positives. Quand tu vois un truc comme ça, t'as envie d'essayer d'apporter un peu de contradiction pour ne pas laisser le seau de merde couler, non? Pas vraiment. Ça fait un peu quelqu'un un tort sur internet ce que tu dis. Non, mais peut-être pas sur tous les messages, mais disons les plus partagés, comme je le disais, vu qu'ils touchent plus de monde. Mais tu sais, si je fais une réponse et pas toi, et que les gens pensent que tu as vu ce message, ils vont s'attendre à ce que tu commentes aussi, hein. Ah bon? Bah pourquoi? Bah, quand quelqu'un fait un shitpost dans ce genre-là, les gens peuvent taguer d'autres personnes parce qu'ils aimeraient bien avoir leur réaction. Surtout si la personne taguée connaît celle qui a écrit son message problématique. Mais moi je suis personne dans l'histoire, on s'en fout, non? Bah, qui sait, on va peut-être te solliciter un jour avec les vidéos que tu fais. Tu devrais t'y habituer. Mais pourquoi elle demande les réactions des gens, en fait? Je ne comprends pas. Ben, ils ont besoin de se sentir rassurés sur le fait que la personne taguée ne valide pas ce qu'a écrit le troll. Sérieux? Mais c'est quoi l'intérêt? Bah, apparemment, pour beaucoup de personnes, le fait de ne pas réagir et condamner les propos publiquement reviendrait à créer une position ambiguë de la personne taguée pour elle. Genre, elles vont se demander si elle est d'accord ou non avec l'auteur ou l'autrice du commentaire foireux. Et on leur demande souvent leur avis sur divers trucs. Pas forcément souvent, mais on peut recevoir beaucoup de demandes de réagir pour un truc en particulier, surtout si on a un lien, même vague, avec la personne. Mais attends, je vois pas pourquoi on aurait littéralement besoin de leur avis en fait. Ok, il est difficile voire impossible de rester de marbre devant certains trucs qu'on lit ou qu'on entend, mais à quel moment ça implique de devoir exprimer notre ressenti sur les propos en question? Bah, ce qu'il y a, c'est que si la personne taguée condamne les propos, ça nous rassure. Et si jamais elle les soutient, voire qu'elle a une attitude molle devant ça, on découvre que la personne est plus problématique que ce qu'on pensait. Ouais. N'empêche, je trouve ça très bizarre qu'il y ait carrément une injonction à la réaction. Parce que ça met la personne taguée dans l'embarras pour une utilité pas si utile que ça en fait, par rapport à la position délicate dans laquelle tu peux mettre la personne taguée. Surtout qu'elle n'est pas responsable de ce qu'a dit une connaissance qui a écrit de la merde en soi, hein. En plus, les gens qui font cette injonction à réagir nous font le coup complètement pété du qui ne dit mot consent. Oui, c'est quand on dit que si quelqu'un ne dit pas clairement qu'il n'est pas d'accord avec un truc alors qu'il peut clairement le faire, alors on considère qu'il est d'accord. Mais pourquoi d'ailleurs? En vrai, peut-être que la personne n'avait pas envie de parler. Mais c'est ça qui est débile justement. Et en fait, on peut même attribuer un biais cognitif à ça, qui est l'appel à la probabilité, qui est le fait de considérer qu'un truc est forcément vrai parce que ça peut probablement être vrai, ou du moins pourrait éventuellement l'être. Et effectivement, c'est possible que la personne qui ne dise rien soit tout simplement d'accord, mais c'est pas obligatoirement le cas. Mais comme on aime bien sortir ce proverbe de merde pour affirmer que telle personne est d'accord avec tel truc, on peut même lorgner du côté des arguments fallacieux, hein. Et en fait, ça pourrait s'apparenter à une pétition de principe. C'est-à-dire que l'argument a une conclusion qui se trouve être la même que l'hypothèse de départ. Et oui, c'est con dit comme ça. Et c'est parce que ça l'est, justement. Mais je dirais complètement au feeling que c'est plus courant qu'on l'imagine, hein. Voilà comment ça se découperait ici. Hypothèse, si tu ne dis rien pour t'opposer à l'argument, c'est que tu es d'accord. Donc, conclusion, ben du coup, tu valides ce que dit la personne qui a fait ce commentaire de merde, puisque tu ne dis rien. Ah oui, là ça se voit, c'est complètement con. D'ailleurs, il est possible que ça vous dise quelque chose avec ce schéma, hein. En fait, la pétition de principe, c'est un genre d'argument circulaire que j'avais présenté en montrant un bel exemple dans cette vidéo de ma série de critiques des documents religieux. Et là, direct, c'est tout à fait prouvé que la mort n'est pas le point final. La parole de Dieu, la Bible, nous montre clairement ce qui arrive aux hommes après la mort. Donc bon, ça déjà, c'est un argument d'autorité en gros, hein, parce que bon, quelle preuve on a que la Bible serait un livre historique?
Et attendez, la suite elle rajoute une couche. Ne t'appuie pas sur des vues et connaissances humaines, la Bible seule nous révèle la vérité divine. Donc cette phrase est dite pour argumenter ce qui vient d'être dit. Ce qui en fait un argument circulaire du coup. C'est-à-dire en fait que vous mettez une pétition de principe en hypothèse, autrement dit un truc non prouvé, mais que l'argumentateur part direct sur le fait que ce soit vrai, mais parce que, ferme ta gueule, quoi. Et qu'elle remet cette pétition de principe en conclusion. Bon, ici, la construction de la phrase, elle est à l'envers. Mais si on la remet dans l'ordre hypothèse, développement, conclusion, ça donne ça en gros. La Bible seule nous révèle la vérité divine. Voilà, après, il n'y a pas de développement vraiment, mais éventuellement, il vient après quand le tract évoque une histoire de la Bible en fait. Voilà, ce sera après. Et donc, conclusion, je sais plus où c'est, mais la Bible nous montre ce qui arrive après la mort, donc c'est prouvé. Bon, en vrai, j'hésite un peu sur comment je dois décomposer ce bordel, hein, parce que si je dois faire comme ça, ou considérer en fait que la Bible nous montre ce qui arrive après la mort, et le développement. Et la conclusion, du coup, ce serait tout connement le « c'est tout à fait prouvé ». Bon, dans les deux cas, l'argumentation elle est complètement pétée. Hein. Et le tract persiste et signe en racontant une histoire de la Bible, hein, comme je le disais tout à l'heure. Hein. C'est marrant. Oui, je sais, la fille te ressemble. T'es un sosie. Enfin, un peu moins maintenant, hein, mais bref. Et en plus, il y a un côté absence de remise en question qui fait que ce Kindimo consent est complètement dogmatique. Et c'est chez les gens de gauche que tu as vu ça, Shitozi, si j'ai bien deviné. Ben oui, vu les commentaires critiqués et comment ils sont condamnés, clairement. Eh ben ça n'a aucun putain de sens. Parce que cet aspect dogmatique, ça colle quand même plus à la droite, non? Et en fait, j'ai déjà vu ce dogme défendu même par des sceptiques, hein, alors que logiquement, ça ne devrait être défendu ni par les gens de gauche, ni par les sceptiques, du coup. En fait, ça met même très mal à l'aise de voir ça défendu comme quelque chose de sensé. Ok, je vois pourquoi tu dis ça. J'imagine qu'on tombe dans ce piège comme réflexe pour un bien-être psychologique. Mais du coup, ça pourrait être une bonne raison de le faire quand même, non? Bof, ça m'attirerait les gens dans cette croyance du Kindimo consent. En fait, il faudrait déjà questionner le prétendu besoin d'avoir la réaction d'un tel ou un tel, et dans l'idéal, que l'on puisse abandonner la croyance en ce besoin. Du coup, tu penses qu'on devrait faire quoi dans ce genre de situation? Quand on se retrouve devant, et surtout si le message n'est que très peu vu au moment où vous le voyez, déjà ne pas commenter si ça ne peut amener à quelque chose d'intéressant, genre une discussion où vous pourriez amener la personne à remettre en question ce qu'elle croit dans ce message. Ensuite, ne forcez pas les gens à réagir publiquement, ne les taguez pas sur les réseaux sociaux, et si vous ressentez le besoin d'avoir leur réaction, alors posez-vous la question, est-ce que ce besoin est à la fois rationnel et justifié? Et selon quel but? Et aussi, quel effet ça peut faire si beaucoup de personnes lui demandent la même chose? Si quelqu'un qui n'a pas vu cette vidéo a quand même envie de demander la réaction de la personne, alors il faudra dénoncer cette injonction à la réaction plutôt que de la normaliser en expliquant que c'est une dérive droitière, pour les gens que ça intéresse, et irrationnelle. Et là, je pense que ça va intéresser tout le monde. Bah oui, vous connaissez des gens qui voudraient volontairement être irrationnels? Je vois. Mais imaginons que la personne qui a écrit cette merde fasse partie ou soit identifiée à un groupe de personnes précis, du style les mangeurs de pins trempés dans un verre de lait, et que lui et une bande de potes font chacun des chaînes de vidéos, les mangeurs de pins trempés dans un verre de lait, voire même une chaîne communautaire. Son commentaire pourrait entacher leur communauté, tu ne penses pas? C'est pas faux. Au pire, on pourra ajouter une exception pour les chaînes communautaires ou n'importe quel projet où ils travailleraient ensemble. Mais si on est dans le cas d'une collaboration exceptionnelle et où ils n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, alors il n'y aurait pas de raison valable d'aller leur casser les gonades. Et ça en plus c'est une réponse sur le court terme, parce que sur le long terme je répondrai autre chose. Les gens qui sont dans le Kindimo consent ont responsabilisé l'entourage des personnes problématiques pour ces propos ou ces actes avec leurs croyances à 2 balles.
Mais le collaborateur ou la collaboratrice d'une personne qui a posé problème n'est pas la personne en question, justement. Donc au bout d'un moment, il faudrait qu'on apprenne à déresponsabiliser, entre guillemets, ces personnes-là. Et de toute façon, même sur le court terme, il y a un autre problème. L'ensemble des personnes impliquées dans telle affaire ne forment pas forcément une communauté en vrai. Même celle des bouffeurs de Pims dans le verre de lait. Si ce sont des bouffeurs de Pims qui parlent de leur passion chacun de leur côté et qui, de temps en temps, se rencontrent pour bouffer des Pims ensemble et parler de la manière de les bouffer, est-ce vraiment une communauté? Il y a peut-être plusieurs écoles de bouffeurs de Pims. L'école de ceux qui les trempent plus ou moins longtemps dans le lait, ceux qui le font avec tel type de lait, demi-crémé, entier. Les chocolatés? Les maternelles. Ceux qui le font avec des Pims de chez Lidl, ce que je comprends parce qu'ils sont un peu durs et de toute façon dégueulasses. Donc bref, il peut y avoir des grosses différences au sein de gens qu'on casse dans un même groupe, et on a tendance à se dire que ça forme un groupe uniforme qui ne ferait qu'être d'accord et se soutenir mutuellement. Et mon cul c'est la commode. Et puis, vous savez pourquoi ce genre de commentaires se retrouve autant mis en avant techniquement? Bah, c'est précisément à cause des commentaires et des partages. C'est clairement le but de certains d'entre eux, faire réagir pour le référencement. Or, si nous avions appris à laisser ce genre de commentaires au trou du cul du web, dans le cas où ils ne viennent pas d'une personne connue, on n'aurait pas besoin de se préoccuper du fait que ça ait pu mettre mal à l'aise des personnes. C'est vieux comme le monde, et c'est quand même dommage qu'on n'ait toujours pas appris de nos erreurs depuis le temps. C'est le moment du résumé. On va commencer par la partie très pensée sceptique. Avec le biais cognitif de l'appel à la probabilité, qui est le fait de considérer qu'un truc est forcément vrai parce que ça peut probablement être vrai, ou du moins pourrait éventuellement l'être. Waouh! Tu l'as appris par cœur! Hey, t'as vu ça? Et côté argument fallacieux, on a vu la pétition de principe / argument circulaire, qui est un argument où l'hypothèse de départ et la conclusion sont la même, ce qui fait qu'il s'auto-justifie. Et comme Epsilon l'avait dit dans la vidéo Réflexion 7, on n'avance pas si on tourne en rond. Et surtout, je pense que vu le temps qu'on a passé là-dessus, il n'y a plus de secret pour nous sur l'injonction à la réaction, qui est le fait de faire pression sur quelqu'un, à force que les gens en font la demande, pour réagir sur ce qu'un troll a pu dire ou faire, en partant du principe que la personne doit le faire pour diverses raisons, parce que certains ou certaines qui vont lire ou entendre ça ressentent le besoin d'avoir l'avis ou la réaction de telle personne. C'est un besoin qui serait plutôt une croyance en ce besoin. Et il y a en plus la croyance qui part du principe que si quelqu'un ne dit pas clairement qu'elle est d'accord, alors ça voudrait dire qu'elle est d'accord. Donc tu penses qu'il faut pointer ça du doigt plutôt que de participer à la réaction pour que ça s'arrête dans l'idéal. Et qu'en plus, ça met les vilains messages en avant et ça ne fait que mettre plus de personnes mal à l'aise, vu que plus de gens vont voir ou entendre le message. Juste un truc. On est d'accord que dans ce cas-là, ce sont toutes les réactions, positives comme négatives, qui posent problème. Oui, du coup c'est logique. Mais le problème, c'est que les gens qui sont d'accord avec le message toxique, ils ne vont pas se gêner pour le liker et le partager, donc il sera quand même assez vu. J'avoue. Et là, si c'est un message sur un réseau social ou une vidéo sur une plateforme, je ne peux que suggérer de le ou la signaler. Bah, moi je veux bien, mais les plateformes ne se bougent pas forcément le cul pour supprimer les contenus craignos. Ouais, c'est sûr que dans le cas des trucs en ligne en public, ça pose la question de la responsabilité des gens qui gèrent les plateformes. Et en attendant qu'elles se bougent le cul, on ne peut pas faire grand chose en fait. C'est une question compliquée en vrai. Et vous, qui nous regardez, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Nous, on a fait le tour de la question, là, je pense. Mais sans raisonner de manière circulaire. Enfin, j'espère. Cordialement,